Dernière intervention de cette séquence sur les protéines du futur. J'ai le plaisir d'appeler Céline Lenné, on peut l'applaudir, directrice du cabinet de veille et de prospective Avenir. Vous avez créé Alim Avenir pour réfléchir à l'alimentation de demain. Depuis un an, vous êtes particulièrement spécialisé dans la végétalisation de l'alimentation et les protéines alternatives. Vous scrutez les comportements de consommateurs, vous vous intéressez justement aux données de vente telles que David vient de les présenter. Et puis, bien sûr, vous faites le lien avec l'efficience technologique industrielle de chacune des alternatives, ou en tout cas des sources de protéines du futur que vous allez explorer. À noter, avant de vous donner la parole, une publication annuelle, c'est septembre, je ne mets pas la pression, c'est ça? Oui, tout à fait. Septembre, Alim Alternative, donc une étude à suivre. Alors, tout d'abord, pour parler protéines du futur, il faut parler, besoins. Quels sont les besoins à l'échelle mondiale en termes de protéines? Voilà. La question qui se pose, effectivement, c'est pourquoi on a besoin de diversifier nos sources de protéines. Alors, je vais aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites au cours de cette matinée. On a tous en tête, évidemment, la croissance démographique. On devrait atteindre 9,7 milliards d'habitants en 2050, mais ce n'est pas seulement la croissance démographique, parce qu'à la limite, on pourrait déjà nourrir le monde si on s'en tient vraiment aux besoins nutritionnels de base. Le problème, c'est qu'en même temps qu'il y a cette croissance démographique, il y a évidemment aussi un développement économique et des changements de comportement alimentaire, ce qu'on appelle la transition nutritionnelle, qui fait que plus les pays se développent, plus les habitants ont tendance aussi à consommer justement des protéines animales. Et donc les dernières prévisions de la FAO tablent sur une croissance effectivement de la demande en protéines animales de 21% d'ici à 2050, en tendanciel, donc si on continue les tendances qu'on a observées dans le passé. Or, ça a été aussi bien rappelé ce matin, l'élevage donc, est déjà responsable au niveau mondial de 12% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 15% en France, et si on suit donc les prévisions de la FAO, ça serait 9,1 gigatonnes de gaz à effet de serre d'équivalent de CO2 en 2050, contre 6,2 en 2015. Donc on voit bien que la croissance de ces protéines animales, elle n'est tout simplement pas soutenable d'un point de vue climatique, bien entendu aussi d'un point de vue biodiversité, déforestation, etc. Tout ça, je crois que c'est bien compris. Donc l'idée, c'est pas de remplacer la viande. Parfois, on a aussi un petit peu cette confusion. L'idée, c'est vraiment d'apporter, donc de répondre à cette demande future et d'apporter une diversification. Donc on parle de protéines alternatives, mais on parle aussi de plus en plus de protéines complémentaires, donc à celles qui existent déjà et qui, bien entendu, vont continuer à exister. Alors, on a un large panel de protéines, qui, de plus en plus d'ailleurs, c'est une diversification croissante, mais maintenant, elles ne sont pas toutes au même stade de développement, elles n'ont pas toutes non plus le même potentiel. Alors, ma présentation, c'est de vraiment très brièvement vous présenter chacune de ces sources de protéines et d'essayer d'estimer très, très rapidement leur potentiel. C'est ça, avec plusieurs critères, l'impact environnemental, économique, technologique. Voilà, c'est ça. Moi, j'essaye d'étudier ça d'un point de vue vraiment, de tous ces points de vue-là, environnemental, nutritionnel et acceptabilité des consommateurs. Et je ferai des comparaisons plutôt à la fin, mais je vais déjà présenter chaque source un petit peu en elle-même. Donc, on l'a évoqué dans la présentation précédente, effectivement, le marché des alternatives végétales, que ce soit aux alternatives à la viande, au lait, aux œufs aussi de plus en plus, maintenant substitut aux poissons, aux fruits de mer, etc. C'est un marché en pleine expansion. On l'a vu pour la France. C'est encore plus vrai pour d'autres pays, notamment en Europe, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni. La France n'est pas du tout leader en Europe sur la question. Et donc, et même dans des pays émergents, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop parce qu'on pense que c'est un phénomène de pays riches. Mais au Brésil, par exemple, ça se développe aussi beaucoup, avec des produits de plus en plus réalistes. C'est ça aussi la nouveauté de ces dernières années, des choses qui sont vraiment très, très proches de la viande, le côté saignant, etc. Maintenant, sur les fromages, ça arrive aussi grâce notamment à l'intelligence artificielle, avec par exemple cette start-up Climax Food qui a un partenariat avec Bell. Donc on a encore beaucoup d'innovations qui arrivent et donc un marché en pleine expansion, mais on l'a déjà vu un petit peu. Maintenant, il y a aussi dans le végétal beaucoup de diversification. Ça a aussi été évoqué au cours de la table ronde, avec des nouvelles sources de protéines ou plutôt des redécouvertes ou des choses qui étaient utilisées pour l'alimentation animale, comme la févrole, le lupin par exemple, et qui vont être de plus en plus utilisées pour l'alimentation humaine, parce que ça a été rappelé beaucoup d'avantages en termes environnementaux pour les rotations des cultures
et en termes nutritionnels. Ce sont des protéines de très bonne qualité. Y compris le chanvre pour les voiles qui Voilà. fait son retour. Il y a beaucoup de choses qui sont exploitées pour de l'huile qui peuvent être utilisées pour la protéine vraiment de très bonne qualité. Donc c'est aussi la tendance dont on a parlé, un peu d'économie circulaire, d'upcycling, avec par exemple donc, l'utilisation de la protéine de colza. Il y a DSM et Avril s'est présenté au salon qui propose la protéine Canola Pro, donc à partir de colza, à partir de lin, à partir de tournesol. On a vraiment beaucoup de choses. Trophée d'innovation dans la catégorie ingrédients pour Canola Pro. Voilà, exactement. Donc toujours dans l'upcycling, on a parlé des drèches de brasserie, c'est aussi l'okara qui est issu de la production de boissons végétales de soja ou de tofu. On a vraiment beaucoup de choses, donc là je passe encore rapidement, qui sont en train de se développer. Bien entendu, là aussi il y a des freins, ça a été évoqué au cours de la table ronde, structuration des filières, problématiques de rendement, etc. Mais il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits au niveau génétique pour justement résoudre ces freins et notamment la variabilité des rendements ou bien le contenu en protéines de certaines sources végétales. Alors première source, passer au crible, les cultures in vitro. Oui, alors ça c'est ce qui est un petit peu peut-être le plus médiatique. On en parle pas mal, notamment depuis décembre 2020. Donc le premier produit a été autorisé à la commercialisation, c'était à Singapour pour une entreprise qui s'appelle Good Meat. Et depuis juin 2023 aussi, 2 entreprises aux États-Unis ont été autorisées également à mettre leurs produits sur le marché. Donc toujours Good Meat et Upside Foods. Donc c'est une réalité, donc le fait de cultiver des cellules et de les faire se multiplier pour ensuite donc représenter soit quelque chose qui va ressembler un peu à de la viande, bien sûr plutôt de la viande hachée ou du poulet. Et c'est aussi, il faut rappeler que c'est beaucoup de produits hybrides en réalité, avec une bonne part de végétal, et c'est pas forcément des produits 100% cellulaires. Et c'est aussi des alternatives au lait, par exemple, et au poisson. Il y a aussi des startups qui sont focalisées sur des produits de la mer. Donc c'est une réalité industrielle. Il y a plus d'une trentaine d'usines qui sont en construction dans le monde. Donc j'ai dit, il y a 3 pays maintenant, parce qu'Israël est aussi en train de donner son feu vert à une autre entreprise qui s'appelle Aller Farms. Peut-être le Royaume-Uni sera le prochain sur la liste. Il est assez ouvert, a priori, à cette technologie. Donc voilà, c'est des produits qui arrivent sur le marché. Évidemment, pour le moment, ça reste très, très minoritaire. Il y a encore beaucoup d'obstacles, notamment les investissements sont faramineux. Alors, il y a déjà eu d'énormes investissements. Par exemple, Upside Meat a déjà levé plus de 600 millions de dollars. Mais pour que ça se développe vraiment à l'échelle industrielle, il faut beaucoup investir, notamment dans les bioréacteurs et aussi le milieu de croissance qui représente un coût encore très très élevé, et notamment les facteurs de croissance. Donc il y a des progrès possibles sur toutes ces questions-là, mais il y a encore un gros point d'interrogation sur la rentabilité, tout simplement. Donc c'est plus un problème de faisabilité. Aujourd'hui, c'est un gros problème de rentabilité de ces choses-là. Et pour l'instant, pas d'outils industriels, donc on n'a pas encore un retour sur justement cette viabilité. C'est en construction, voilà, c'est ça. Donc on n'a pas encore effectivement les retours. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est plutôt en pause parce qu'il y a des difficultés pour ces entreprises, mais voilà, je ne développe pas. La fermentation de précision, donc là c'est une technologie qui utilise le génie génétique en fait pour manipuler des micro-organismes comme des levures ou des bactéries pour leur faire produire directement des protéines qu'on recherche, par exemple, et notamment des protéines de lait, mais ça peut être aussi des protéines d'œufs ou de la gélatine ou encore beaucoup d'autres choses. Donc là, il y a un pionnier qui s'appelle Perfect Day qui est déjà aussi autorisé sur le marché aux États-Unis depuis plusieurs années. Et là, tout récemment, donc des grands groupes qui ont lancé des produits utilisant l'ingrédient de Perfect Day, comme Nestlé avec donc cette poudre de lait, Unilever pour une glace, mais bon, il y a déjà eu d'autres lancements. Et puis d'autres startups aussi comme New Culture qui propose ce fromage pour pizza, parce qu'effectivement, l'idée là, c'est vraiment aussi de reproduire, comme pour la viande in vitro, en fait, pourquoi tout ça se développe? On pose souvent la question, c'est simplement pour avoir exactement la même expérience que la viande ou que des produits laitiers, notamment que des fromages pour la fermentation de précision, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les fromages végétaux, c'est pas encore ça, c'est encore très très loin des produits animaux. Et donc là, vraiment, la promesse, c'est d'avoir d'abord la même nutrition, exactement la même nutrition, et ensuite donc les mêmes fonctionnalités, notamment le côté fondant, coulant du fromage, la même texture. Voilà, le côté, ça peut être aussi les goûts du fromage, tout le panel de fromage qu'on connaît en France. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on va développer ces technologies. Donc là, il y a des autorisations déjà de mise sur le marché, je l'ai dit, aux États-Unis, en Asie, en Israël. En Europe, c'est des dossiers qui ont été déposés Novel Foods, mais il y a aussi des startups, par exemple Standing Ovation, qui a un partenariat avec le fromager Bell. Donc, c'est peut-être des produits qui seront peut-être dans un horizon assez proche sur nos marchés, mais malgré tout, il y a une question qui se pose pour l'autorisation en Europe, c'est l'édition génétique. Est-ce que ce sont des produits OGM ou pas? A priori, la réponse est non, mais ça peut être un débat, et ça peut être présenté comme tel en tout cas.
Dans le domaine de la fermentation, on a aussi quelque chose, on va dire, de plus simple, c'est la fermentation de biomasse. C'est simplement d'utiliser là aussi des micro-organismes, de les faire donc fermenter toujours dans des bioréacteurs, mais de récolter l'ensemble en fait du produit, quelque chose qui va être assez riche en protéines, et donc qu'on appelle donc la biomasse. Et dans cette catégorie-là, qui existe aussi assez longtemps, on a des choses assez novatrices, comme par exemple la start-up finlandaise Solar Foods, qui, elle, a une particularité, c'est qu'elle est complètement découplée des terres agricoles, parce qu'elle n'utilise pas du tout d'intrants agricoles pour nourrir ses micro-organismes, mais par contre, elle va utiliser du CO2 et de l'hydrogène. Donc ça lui permet d'avoir aussi un impact environnemental beaucoup plus réduit. Et donc là, elle est en train aussi de construire une usine en Finlande, et le produit est déjà autorisé à Singapour. Dans le même secteur aussi, on a une entreprise qui s'appelle par exemple Superbrood, qui est un acteur américain, qui a aussi un partenariat avec Bell et qui a une protéine post-biotique qui pourra être utilisée dans pas mal de produits, qui est aussi autorisée aux États-Unis. Alors, suivant, c'est les protéines de champignons. Voilà. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est très prometteur. Donc je me permets d'insister un petit peu là-dessus. C'est pas quelque chose de nouveau puisqu'il y a le pionnier qui s'appelle Quorn, pionnier britannique dès 1985, et les produits de Quorn qui sont maintenant très très variés, qui peuvent imiter de la viande, de la charcuterie, du poisson. C'est quelque chose de très versatile. On les retrouve dans 16 pays maintenant dans le monde. Donc là, il s'agit de faire fermenter le mycélium des champignons, toujours encore une fois dans des bioréacteurs. On récolte encore une fois l'ensemble du produit. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est riche en fibres, assez riche en protéines, de très bonne qualité nutritionnelle. Donc, il peut, comme je disais, on va pouvoir faire différentes sortes de produits avec. Et surtout, donc, c'est présenté comme quelque chose de clean label, contrairement à peut-être d'autres alternatives végétales, on va dire ultra réalistes, qui utilisent une longue liste d'ingrédients, ça leur est beaucoup reproché en ce moment. Et bien là, ce sont des alternatives avec très peu d'ingrédients, puisqu'on a déjà le côté, la texture, on n'a pas besoin de rajouter des choses. Donc beaucoup de startups aussi dans ce domaine, et aussi des projets très intéressants en économie circulaire. Par exemple, c'est l'usine de Enaf aux Pays-Bas qui travaille à côté d'une usine Cargill, et donc en économie circulaire. Et là aussi, ça va réduire les impacts environnementaux, bien entendu. Et à découvrir sur le salon Hall 4, Naplas Hall, me signale-t-on à ma gauche, une startup justement positionnée sur les mycoprotéines. Super. Alors, je vais terminer avec les deux catégories qui sont peut-être un petit peu plus marginales en termes de quantité aussi de potentiel pour le futur. Alors, on a eu une petite présentation des algues. Là, je ne vais pas parler des algues parce que dans l'ensemble, les algues ne contiennent pas beaucoup de protéines. Et là, je me focalise un petit peu quand même sur les protéines, même si les algues, ça a beaucoup d'intérêt par ailleurs. Par contre, les microalgues, il y en a 30 000 espèces. Les microalgues peuvent être très riches, elles, en protéines. La spiruline, c'est 70% de protéines. La corelle, c'est entre 40 et 50% de protéines. C'est beaucoup utilisé, bien entendu, en complément alimentaire pour leurs avantages santé. Beaucoup de vitamines. La chlorelle, c'est de la vitamine B12, du fer, des oméga 3. Des avantages en termes d'immunité, anti-inflammatoire. Tout ça, c'est assez étayé. Donc, ça s'est développé dans le secteur de la santé. Maintenant, dans l'alimentaire, ça commence un peu à se développer en tant qu'ingrédient fonctionnel. La chlorelle peut remplacer les œufs ou le lait. Donc, il y a des choses qui sont des produits qui sont lancés dans la matière. Des microalgues peuvent être aussi apporter le côté plus réaliste à des alternatives végétales aux poissons, avoir en plus le côté oméga 3 et même le petit goût un petit peu marin pour des alternatives qui seront végétales aux poissons. Et là, on a aussi pas mal de startups qui travaillent à notamment enlever les problèmes de couleur et de goût pour des usages plus répandus. Maintenant, on a aussi beaucoup de freins sur ces catégories de produits, notamment que c'est très très cher. C'est très cher d'extraire des protéines, c'est compliqué. Ça aussi a un bilan énergétique assez lourd. Donc ça va encore une fois freiner un petit peu l'essor de ces ingrédients. Source suivante de grands investissements industriels dans ce secteur. Oui, alors les insectes, il y a quelques espèces qui ont été autorisées en Europe, mais il y en a 2100 comestibles dans le monde. Donc les espèces autorisées, c'est notamment les vers de farine et les grillons. Là aussi, c'est intéressant d'un point de vue nutritionnel, une teneur en protéines égale aux viandes, avec aussi des oméga 6, des vitamines, du fer, du calcium, etc. Maintenant, au niveau nutritionnel, quelques freins, notamment le risque d'allergie. Les personnes allergiques, notamment aux crustacés, risquent d'être allergiques aussi aux insectes. Et aujourd'hui, force est de constater, moi ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis ce secteur, que ça ne s'est pas tellement développé et que beaucoup d'entreprises qui sont là-dessus ont plutôt pivoté vers l'alimentation animale et le pet food, les animaux domestiques, parce qu'il y a des gros freins en termes d'acceptabilité, bien entendu. Et puis, on va le voir après aussi, au niveau environnemental, ce n'est pas forcément non plus la panacée. Donc là, j'ai un comparatif justement
des impacts environnementaux en termes de gaz à effet de serre, en me basant sur la base Agribalise de l'ADEME et aussi sur des ACV qui ont été réalisés donc par les entreprises quand ces ACV sont réalisés correctement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est assez difficile parfois de pouvoir les prendre comme comparaison. Donc ce qu'on voit là ici, c'est par kilo de produits, eh bien, on voit effectivement, bien entendu, la viande bovine reste très, très, très élevée, mais quand on voit par exemple le verre de farine, il est quand même encore assez élevé par rapport au poulet, par exemple. Donc c'est pas, non, voilà, ça peut encore se réduire avec beaucoup de progrès qui peuvent être faits, notamment sur l'alimentation des insectes, mais on n'en est pas encore là. Et puis donc, bien entendu, ce qui est le plus intéressant, ça reste le végétal et le végétal moins transformé, et également tout ce qui est issu de la fermentation, style Solar Foods. Là, vraiment, on peut atteindre 1 kg de gaz à effet de serre par kilo de produit. Donc, c'est très prometteur. Donc, voilà, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose à prendre en compte, surtout dans les investissements, puisque l'objectif, le point de départ de ma présentation, c'était vraiment de réduire l'impact climatique. Bien entendu, il faut aussi prendre en compte les impacts biodiversité et le stockage du carbone dans le sol pour la viande, ce qui n'est pas encore vraiment intégré dans les chiffres, parce que c'est un peu compliqué. Et une autre comparaison très importante et peut-être même cruciale, c'est l'acceptabilité des consommateurs. Là, il y a aussi beaucoup d'enquêtes. Je présente celle-ci parce qu'elle est assez simple. Et en fait, finalement, on retrouve un peu toujours les mêmes conclusions. C'est que, bien entendu, tout ce qui est plus familier, parce que l'alimentation, c'est vraiment une affaire de culture, d'habitude, et c'est très, très ancré dans les traditions. Tout ce qui est très familier, comme les protéines végétales, c'est beaucoup mieux accepté que des choses donc moins familières et plus futuristes, et notamment donc la viande in vitro ou les insectes qui sont toujours en queue de peloton. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour améliorer leur acceptabilité, si tant est qu'on considère qu'il faut les développer, mais ça sera toujours un gros frein. Et surtout, si on rajoute dessus l'acceptabilité liée au prix, parce que moi, je pense que c'est vraiment important de regarder les consentements à payer, notamment dans le contexte qu'on a aujourd'hui de restriction de pouvoir d'achat. Et on voit que les consentements à payer sont très, très, très faibles pour la viande in vitro, par exemple, alors même que durablement, elle sera plus chère que les produits animaux. La fin de votre intervention fait écho à la présentation de Thierry Pouche ce matin sur les scénarios pour l'élevage. Au fond, on voit une vraie ébullition sur ces nouvelles sources de protéines, mais quelle est la complémentarité avec l'élevage ? Oui, il y a beaucoup de craintes, évidemment, si ces protéines se développent, que va devenir l'élevage ? On en a parlé, il y a déjà aussi des tendances à la baisse un petit peu mécaniquement. Alors, il y a quand même quelques projets qui essayent d'intégrer justement les éleveurs là-dedans, alors avec plus ou moins de succès, on va dire. Par exemple, sur l'agriculture cellulaire, il y a un projet qui est issu du Pays-Bas et de la fille même du concepteur, du grand-père un peu de la viande cultivée, Willem van Hillen, qui essaye d'engager plusieurs dizaines d'agriculteurs en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas pour être justement un peu des producteurs eux-mêmes d'agriculture cellulaire. Ils vont faire des biopsies sur les animaux et ils auront donc les bioréacteurs sur leur ferme, etc. Moi, j'y crois moyennement parce que je pense qu'en termes d'économie d'échelle, ça va être compliqué. Je pense que c'est plus une question, encore une fois, d'améliorer l'acceptabilité de cette technologie et d'avoir moins d'opposition, alors qu'il y en a beaucoup en ce moment. Par contre, il y a des projets aussi d'élevage d'insectes sur les fermes. Alors, encore une fois, là, ici, c'est plus pour l'alimentation animale, les insectes, que pour l'alimentation humaine. Mais c'est vrai que ça fait sens pour valoriser des coproduits de céréales, etc. Donc, il y a des choses comme Inverse, par exemple, qui propose à des agriculteurs d'apporter les insectes et de leur fournir les larves et de venir ensuite les rechercher pour les transformer. Donc, en plus, c'est le côté assez local qui peut être intéressant. Et ça, c'est les éleveurs qui pourraient être producteurs des protéines alternatives et dans la logique aussi un peu de diversification, c'est-à-dire peut-être qu'il faudra réduire un peu l'élevage pour tout un tas de raisons. Et comment on accompagne la transition, en fait, c'est vraiment la question. Comment on fait, comment on ne laisse pas sur la touche les éleveurs. Donc là, il y a aussi des projets comme le producteur de lait d'avoine Oatly, d'avoir donc des éleveurs qui soient incités financièrement avec des contrats de plusieurs années pour se diversifier dans la production d'avoine. Et puis par ailleurs, en fait, c'est aussi des cultures qui peuvent être développées pour les protéines alternatives. Par exemple, pour faire de la fermentation de précision ou des mycoprotéines, il faut du glucose. Donc le glucose, ça peut venir de la betterave. Pour des mycoprotéines ou des insectes, ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est que ça peut être en économie circulaire. Donc tout ce qui est coproduit, tout ce qui n'est pas valorisé actuellement, peut être utilisé, ou même des déchets. Donc là aussi, c'est assez prometteur. Mais bien entendu, il faudra trouver aussi les filières économiques pour que ça soit intéressant pour tout le monde et notamment pour les producteurs. En conclusion, Céline ?
Oui, alors voilà, quelques points pour conclure. Donc, je crois qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une source de protéines miracle, c'est que c'est vraiment, on va aller vers une plus grande diversité de sources de protéines en fonction des usages, en fonction des produits qu'on veut remplacer ou complémenter. Qu'on va aussi de plus en plus vers des produits hybrides. Je ne l'ai pas beaucoup dit, mais en fait, par exemple, les produits cellulaires, ça sera sans doute majoritairement un peu de cellules, par exemple de la graisse, dans 80-90% de végétal, mais c'est pareil pour la fermentation de précision. Les fromages, ça sera sans doute une grosse partie végétale et un peu de fermentation de précision, par exemple de la caséine pour avoir de la texture. Sur les mycoprotéines, il y a aussi des projets hybrides mycoprotéines viande. Donc voilà, on va vers vraiment, on va jouer avec tout ça. Et bien entendu, des complémentarités avec l'élevage à creuser encore, et notamment les questions d'accompagnement. Je pense que c'est important. Quand un grand acteur agro-industriel décide d'arrêter de la production animale et de faire du végétal, il faut qu'il y ait cet accompagnement, parce que sinon, ça posera vraiment aussi des problèmes d'acceptabilité sociétaux assez importants. Et donc, il faut que ça soit pensé sur le long terme. Merci. Et Céline, on peut l'applaudir pour cette intervention passionnée, passionnante sur les nouvelles sources de protéines. Ça va être le temps de la séance des questions-réponses. La ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire va nous rejoindre dans quelques instants. Souveraineté alimentaire, justement, quand on regarde toute l'ébullition de ces projets, quelle est la place du Made in France ? La France n'est pas tellement à la pointe sur toutes ces questions-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans les insectes. Voilà, ça peut apporter... les insectes, on a dit qu'effectivement, réorientation vers le pet food. Voilà, donc, mais en France, quand même, des investissements structurants. Donc, il y a des outils industriels qui sont là. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi, dans le cadre du plan de relance, des soutiens à la structuration de filières des protéines végétales. On l'a dit, c'est vrai, pour réduire... c'est food et feed, les deux. C'est aussi pour réduire justement notre dépendance au soja étranger ou autre. Mais par rapport à d'autres pays comme le Danemark, le Pays-Bas, qui ont des plans protéines vraiment très, très ambitieux, on n'est pas à la pointe. Et alors... Dans les pistes que vous avez explorées, laquelle pourrait être la plus inspirante, la plus source de projets ? Alors, je pense pourquoi pas la fermentation, puisque c'est un des savoir-faire national. Oui, alors ce que je n'ai pas dit, surtout aussi sur les protéines végétales, parce que forcément je suis allée très, très vite, c'est qu'il y a aussi dans l'utilisation de ces nouvelles sources de protéines végétales, beaucoup de progrès à attendre de la fermentation, mais de la fermentation simple, on va dire, pour améliorer justement le contenu en protéines de ces protéines végétales, enlever certains goûts, arrière-goûts, faciliter aussi, enlever les facteurs antinutritionnels, c'est-à-dire faciliter la digestibilité. Donc beaucoup de choses, il y a des programmes de recherche en ce moment, Ferment du futur notamment, pour effectivement apporter vraiment beaucoup d'avantages aux protéines végétales et qui permettront de les inclure encore plus facilement dans notre alimentation. C'est clair, Céline. Des questions dans la salle, un micro circule, n'hésitez pas à vous signaler des demandes de précision auprès de David, Sophie ou bien Céline, des réactions, des témoignages. Alors oui, monsieur, on vous amène un micro et merci de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, du coup, ça marche. Moi, je m'appelle Alexandre Garcia de la société Spectralis. Moi, j'avais une petite question concernant la fermentation de précision. Est-ce que les entreprises de ce secteur aujourd'hui arrivent à valoriser leur biomasse microbienne, vu que de ce que j'ai pu comprendre, le principal produit d'intérêt, c'est une protéine animale particulière. Mais est-ce qu'elles arrivent quand même à valoriser finalement cette biomasse qui est le coproduit de leur process ? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question à laquelle je n'arrive pas à avoir de réponse. Donc, vous avez tout à fait mis le doigt là où il faut. Notamment quand on fait les calculs d'analyse de cycle de vie, la question des coproduits, comme vous dites, de la biomasse, c'est un élément important de l'ACV et c'est censé être utilisé en alimentation animale. Mais à ma connaissance, ce n'est pas encore le cas. Il y a des projets, mais à ma connaissance, je me trompe peut-être, mais quand j'ai posé la question à des startups dans le domaine, on dit oui, c'est un projet, mais ce n'est pas encore fait. Voilà. Mais point d'interrogation. Une réaction ? Parce que du coup, justement, je posais cette question parce qu'a priori, le produit fini ne semble pas être OGM, mais la biomasse, a priori, est censée être, et ce n'est pas un frein justement pour ce type de valorisation en alimentation animale ? Ah ben tout à fait. Oui, en Europe, c'est sûr.
Exactement. Alors, et c'est intéressant votre question parce que ça nous ramène aussi à votre comparaison des ACV selon les sources protéiques avec déjà des résultats voilà, un peu contre-intuitifs. Enfin, en tout cas, je découvre effectivement la place du ténébrion et puis du grillon assez élevé. Et donc, sur ce plan-là, eh bien, le poulet est tout à fait compétitif. Mais la question, en fait, elle pose l'enjeu des données. Est-ce qu'on a toutes les données? Et au fond, ce que vous nous avez présenté, est-ce que ça ne va pas évoluer au fur et à mesure d'une meilleure connaissance des sujets? Oui, tout à fait. Par exemple, sur les insectes, les données que j'ai utilisées, c'est un projet européen qui s'appelle Sushinshine, qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Il y a certaines entreprises qui présentent des chiffres plus favorables pour les insectes, mais sauf que l'ACV, c'est la boîte noire. On ne peut pas savoir comment ils ont calculé, quelles hypothèses ils ont mis derrière. Et pour moi, c'est un gros problème, effectivement, pour comparer ces données. Normalement, il y a une directive greenwashing qui impose, quand on communique en tout cas sur des allégations environnementales, parce que beaucoup de startups ne s'en privent pas en disant nous on réduit de 90% les gaz à effet de serre par exemple, eh bien il faut pouvoir le prouver et il faudrait donner, à mon avis, accès à l'intégralité de l'ACV, ce qui n'est pas le cas. Donc ça ne nous permet pas de savoir comment c'est calculé et ça c'est un vrai problème. D'autres questions, interrogations à poser eh bien, à nos experts? Je me tourne vers David. Je tire le fil de la souveraineté alimentaire. Allez, je le traduis parce que je schématise par la question de l'origine. Quels sont les éléments les plus actuels sur ce sujet, l'impact que cela peut avoir sur les achats? Okay. C'est bon. Oui, ça a l'air. En bon français, on est très fiers des produits qu'on peut avoir chez nous. Il y a un élément qui est très intéressant, c'est que quand on interroge les consommateurs sur l'appétence qu'ils ont pour des produits de terroir ou des produits locaux, il y a 85% d'entre eux qui nous disent que c'est important ou très important pour eux. Encore une fois, après, il y a un écart entre ce qu'on déclare et ce qu'on fait dans la réalité. Le facteur décisif, ça va être celui du prix. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'aspect de souveraineté est compris. Maintenant, effectivement, l'aspect du prix est vraiment l'aspect le plus décisif, notamment chez les personnes les plus contraintes en termes de pouvoir d'achat. Merci David pour ces éléments de réponse. La délégation ministérielle est arrivée. Je vous propose d'applaudir nos intervenants, les remercier pour ces présentations très inspirantes.